Deuxième partie de cette émission avec Territoire d'info et l'invité politique ce matin, c'est le président des présidents de région, qui est aussi président bien sûr de la région Normandie, c'est Hervé Morin. Bonjour, vous êtes ancien ministre. Belle également. Région ensoleillée. Absolument. Et cette belle marque aussi. Vous soulignez d'ailleurs que la Normandie est une marque connue du monde entier, la dernière fois que vous étiez sur ce plateau. Merci d'être là donc, pour cette nouvelle matinale dans ce nouveau décor, ce nouvel habillage de Public Sénat, avec la presse quotidienne régionale, les télés locales de France et le réseau VIA, et TV5 Monde et les Indes radios, 130 radios qui sont nos partenaires sur tous les territoires français. Pour vous co-interviewer ce matin, Marcelo Westfred de retour. Bonjour. Merci du Figaro pour Public Sénat d'être là. Et Pascal Jalabert. Bonjour Pascal. Vous dirigez les rédactions parisiennes du groupe EBRA. Vous êtes ici ce matin pour l'Est républicain, le républicain lorrain. Hervé Morin, c'est la rentrée scolaire. On a vu beaucoup de reportages dans le journal des territoires. En tant que président des régions, est-ce que vous estimez que dans un contexte politique et social dégradé, elle doit être sereine cette rentrée? Il faut qu'elle soit sereine. Écoutez, si on évoque la rentrée scolaire, cette rentrée scolaire, je trouve qu'il y a là un vrai... Voilà, on a un ministre de l'Éducation nationale qui veut faire bouger les choses. Je trouve que, moi, qu'on estime toujours être dans l'opposition critique à Emmanuel Macron, voilà un bon au sein du gouvernement, qui fait bouger les choses, qui expérimente, qui innove, qui est à l'écoute des régions, puisque nous sommes des acteurs majeurs dans le système éducatif, puisque nous finançons à la fois les lycées et une partie de l'enseignement supérieur aussi. Et donc, tout ce que met Blanquer en place va dans le bon sens, ou presque. Alors, vous décernez ce matin un satisfecit au ministre de l'Éducation nationale. Est-ce que vous diriez la même chose de Gérald Darmanin, le ministre des Comptes publics, qui demain matin rencontre Emmanuel Macron pour essayer de le convaincre de lancer le prélèvement à la source? Le président hésite. Est-ce qu'il a raison, Emmanuel Macron, d'hésiter? Tout d'abord, qu'on soit au 3 septembre et qu'on s'interroge aujourd'hui sur le fait de mettre en œuvre ou non un prélèvement à la source qui est annoncé depuis des années, honnêtement, il y a quand même un parfum d'amateurisme absolument extraordinaire. Amateurisme? Oui, d'amateurisme, avec un débat public au sein du gouvernement, avec un ministre des Comptes publics qui dit « je vais convaincre le président de la République qu'il a tort ». Ça démontre aussi ce qu'on disait en coulisses juste avant l'émission, cette espèce de concentration absolument incroyable du pouvoir. C'est-à-dire que, grosso modo, tout arrivant à l'Élysée, tout finit par thromboser pour des arbitrages qui sont celui du président de la République, puisqu'il fixe même le prix du permis de chasser. Bon. Ça, c'est sur la forme. Et puis après, il y a sur le fond. Moi, j'ai toujours été contre le prélèvement à la source. Alors, je sais bien que les Français, dit-on dans les sondages, sont pour. Je pense que 60%. Français... Oui, enfin... Je pense qu'ils sont pour parce qu'ils n'ont pas peut-être regardé précisément comment les choses se passeront. Parce qu'en clair, que va amener le prélèvement à la source? 1, une contrainte supplémentaire pour les entreprises et un coût. 2, une atteinte à votre vie privée parce que le patron va savoir grosso modo quel est le niveau de revenu du ménage. Moi, cette idée-là m'est assez insupportable. Et 3, on se dit, ben, c'est génial, enfin on ne va plus faire de déclaration d'impôt, etc. En réalité, nous allons continuer à faire une déclaration d'impôt parce qu'il va falloir ajuster la retenue. Et donc en clair, on a un système qui est mensualisé, qui est grosso modo permet de pouvoir suivre les choses. On a un système qui peut évoluer. Si vous avez une baisse importante de vos ressources, rien ne vous empêche d'aller rencontrer l'administration fiscale et de leur dire, voilà, j'ai un changement de revenu, faites évoluer mon prélèvement à la source, faites votre mensualisation. Bien. Les autres pays y arrivent très bien, donc pourquoi nous on n'y arriverait pas et pourquoi on n'aurait pas une continuité de l'État? On décide ça il y a 2 ans et puis boum, ça peut tomber à l'eau. Mais écoutez, mais qu'est-ce que ça va apporter de mieux? Moi, j'ai toujours pas compris. Si vous m'expliquez en quoi ça va bouleverser le système, alors certes, ça peut améliorer la trésorerie de l'État, certes, voilà, mais... Un impôt contemporain avec ses revenus. Contemporain, mais pour qu'il soit contemporain, faudrait-il que nous ayons un système qui soit simple. Pourquoi la plupart des pays européens ont mis en œuvre ce système de prélèvement? C'est qu'ils ont un impôt sur le revenu qui est beaucoup plus simple que le nôtre. Nous, on a des centaines de niches fiscales. Et donc, en clair, chaque année, vous allez être amené à faire votre déclaration d'impôt. J'allais dire qu'en plus, elle est pré-remplie pour ceux qui ont les niveaux de ressources les plus faibles. Et donc, en clair, vous honnêtement... soutenez cette réforme ou je ne l'ai jamais soutenue. J'ai toujours été contre. J'ai toujours été contre pour les raisons que j'ai évoquées. 1, c'est une atteinte à la vie privée. 2, ça ne simplifie pas parce que vous continuez à faire une déclaration. Et 3, vous contraignez les entreprises avec une formalité supplémentaire. On comprend bien. Gérald Darmanin, dans la presse locale, dans la presse normande, par exemple La Manche Libre, a été extrêmement dur contre vous en disant c'est le seul
président de région, Hervé Morin, qui en 15 mois ne m'ait pas demandé un seul rendez-vous. C'est vrai, vous étiez aux abonnés absents? Qui est-il, Gérard Darmanin? Au point de dire, mais le président de la région Normandie a besoin de venir voir le ministre du budget. À quel titre? Sur quel sujet? Les douanes, par exemple? Les douanes. Mais vous croyez que j'ai la responsabilité des douanes, moi? Les ports? Les ports. Mais vous croyez que je n'ai pas évoqué la question des ports avec le Premier ministre à plusieurs reprises? Je l'ai évoqué 100 fois. J'ai même fait des propositions concrètes au Premier ministre sur une nouvelle gouvernance des ports parce que j'estime que les ports ne devraient plus être gérés à partir de Bercy. Que comme tous les ports qui réussissent du nord de l'Europe, ce sont tous des ports qui sont gérés par des collectivités. J'ai proposé au Premier ministre une révolution copernicienne sur la gouvernance des ports pour qu'enfin nous puissions avoir une gouvernance qui soit la plus incarnée possible, la plus charnelle possible, afin que cette passion que nous avons, nous, pour nos ports, parce qu'on sait à quel point ce sont des joyaux gigantesques pour une région et aussi pour le pays. Je vous rappelle que plus de 90% du commerce mondial passe par la voie maritime. Et que tous les ports de l'Europe qui réussissent sont tous gérés par des collectivités. Quand on voit... Non, mais j'insiste là-dessus. Quand on voit l'indigence des financements de l'État pour l'investissement des ports, des grands ports de l'État, on se dit que ce système arbitré par des fonctionnaires qui sont à Bercy ne peut plus durer. Donc, je termine. Monsieur Darmanin, sur cette histoire, ce qui n'intéresse personne, d'ailleurs, il a fait de la politique politicienne. Voilà, c'est tout. Alors, il ferait mieux de s'occuper du niveau des prélèvements obligatoires et des dépenses publiques, plutôt que d'aller chercher un président de région en proposant à deux de vos collègues de la presse régionale de venir à Bercy pour pendant 45 minutes expliquer que Morin n'est pas à la hauteur, parce que derrière ça, il y a son copain, le Cornu, qui est au sein, dont on dit qu'il pourrait être intéressé par la présidence justement, de la région. on va y venir. Donc, il faut trouver un nouveau ministre de l'écologie, de l'énergie. Alors d'abord, quel doit être le profil de ce ministre? On sait que c'est pas Daniel Cohn-Bendit. Et à quoi doit-il servir? Écoutez, il n'y a jamais eu de remaniement ministériel qui ont provoqué un sursaut d'un exécutif. Vous pouvez prendre toutes les histoires depuis des années et des années. À chaque fois, on se dit remaniement ministériel, recomposition gouvernementale, capable d'incarner un sursaut. Ça n'a jamais été le cas. Et pour cause, puisqu'on est dans une monarchie républicaine qui fait que, grosso modo, les Français ont compris que le patron, c'est celui qui est à l'Élysée. Bien. De là, la question, elle se pose autrement. La question, c'est quelle politique? Et ça, c'est le président de la République qui le décide. Il y a pour moi deux sujets. Il y a un sujet de forme et il y a un sujet de fond. Le sujet de forme, c'est est-ce que on peut... Je me disais ça hier, vous voyez? Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez comparable avec ce qui s'était passé en 2002 avec Jacques Chirac. Jacques Chirac est élu dans les circonstances que vous connaissez, face au Front National, etc. Bien. Et il s'était refermé sur sa majorité. Et il s'était enfermé dans sa tour d'ivoire. C'est le cas d'Emmanuel Macron? Eh bien, Emmanuel Macron, on a connu la même chose. Il s'est renfermé sur La République En Marche et une centralisation absolument gigantesque des pouvoirs qui fait que ceux qui étaient les mieux disposés, qu'ils soient les départements, les communes et les régions, sont devenus aujourd'hui exaspérés par cette recentralisation qui est le contraire de la modernité. La modernité, ce sont des pouvoirs de proximité capables d'agir, de différencier les politiques, capables de réagir face à une problématique particulière. Bien. Donc il y a un problème de forme et il y a un problème de fond. Le problème de fond, c'est qu'on a un président de la République qui a conceptualisé le « en même temps », comme si le « en même temps » pouvait créer les conditions du rassemblement. Or, vous ne pouvez entraîner un pays comme la France, soucieux d'équité et de justice, dont on dit souvent que les Français sont égalitaristes, que si vous avez le sentiment que l'effort est partagé. Or, nos compatriotes vivent une situation simple, moi je l'entends matin, midi et soir, et même de personnes privilégiées, qui vous disent l'effort n'est pas partagé. Et donc, la question du président de la République, c'est la réorientation à la fois sur la forme et sur le fond de la politique qu'il mène afin que nos compatriotes puissent être
entraîner dans le mouvement qu'il veut inspirer. Et contre ça, Monsieur Morin, contre ça, vous referez un front commun avec les départements et les mairies. C'est ça que vous êtes en train de nous dire? Non, ce que nous disons au président de la République sur la question de la décentralisation et des territoires, moi j'ai adoré son discours du congrès de l'Association des maires de France. J'ai applaudi, j'ai fait même un communiqué immédiatement. Nous avions enfin un président de la République moderne qui était girondin, c'est-à-dire qui disait, voilà, comme tous les pays d'Europe qui marchent, les territoires sont un facteur de redressement du pays et on va s'appuyer sur les territoires pour différencier les politiques parce que les questions de l'Île-de-France et les questions de la Normandie ne sont pas exactement les mêmes sur toute une série de sujets. Et on assiste au mouvement inverse. Prenez la politique de l'emploi. J'entends Muriel Pénicaud hier sur des ondes. Moi, j'estime, et avec Alain Rousset, nous avions proposé d'être des régions expérimentatrices sur cette question, j'estime que les politiques de l'emploi, elles doivent être menées par les régions qui ont en charge déjà des pans entiers des questions de l'économie. À la fois le soutien aux entreprises, la formation professionnelle, les lycées, le soutien aux missions locales, etc. Et j'estimais qu'il y avait besoin d'un pilotage le plus fin possible avec une seule gouvernance dans un système d'une complexité gigantesque où il y a Pôle emploi, les missions locales, les organisations patronales, les régions, l'État, qui fait qu'on a une perte en ligne d'efficacité gigantesque. Face à ça, on n'a pas eu plus de réponses que sur les grands ports maritimes que j'évoquais tout à l'heure ou pour la région Grand Est qui demandait à récupérer l'ensemble des infrastructures routières. Hervé Morin, est-ce qu'il y a un front commun département-région aujourd'hui contre le gouvernement? Il y a un même message au président de la République. Le pays ne peut pas être simplement gouverné par Bercy avec cette morgue technocratique que nous connaissons tellement, cette pensée unique fabuleuse qui propose les mêmes solutions depuis des années. Les mêmes solutions. Oui. Il y a besoin à la fois d'un pouvoir fort sur les questions qui relèvent de l'État, le régalien économique. Personne ne conteste l'idée que l'État doit faire ça et faire mieux qu'il ne le fait. Mais que sur le reste, puisque souvent le président de la République s'inspire de l'Europe, qu'on fasse comme les autres Européens, qui sont soit décentralisés, soit voire même fédéraux. Je ne demande pas le fédéralisme en France. Justement, à propos d'Europe et de décentralisation, cette semaine, il y a la foire de Chalon-sur-Marne et Jean Rodner, le président du Grand Est. Chalon-en-Champagne. Chalon-en-Champagne. Oui, parce que j'allais dire, ça a changé. Oui, ça a changé, c'est vrai, c'est Chalon-en-Champagne. Pardon. Et Jean Rodner, le président de la région Grand Est, invite Valérie Pécresse, président d'Île-de-France, Xavier Bertrand, président Hauts-de-France. Ouais. Est-ce que vous êtes prêt à faire le quatrième à table pour défendre ces idées européenne et je suis déjà allé à cette foire, pour tout vous dire. Cette semaine, je n'ai pas prévu d'y aller parce que j'ai déjà un agenda complètement archi-booké, mais c'est très bien. Ce que moi je voudrais, je ne sais pas comment le faire, je l'ai fait sous toutes les formes, j'ai essayé de rencontrer toutes celles et tous ceux. Mais vous partagez leurs idées sur l'Europe ? Bien, mais sur l'Europe, on les partage. C'est-à-dire que ce qu'on souhaite, c'est à la fois un pays qui intègre la dimension européenne qui est absolument nécessaire et qui, sans naïveté, disent aussi aux Français que l'Europe qu'on nous bâtit aujourd'hui, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Mais on ne peut pas simplement, très clairement, ce qu'a proposé le président de la République, personne n'en veut. En clair, Angela Merkel, en tête, a expliqué que ces grands discours que j'ai approuvés, le discours d'Athènes, le discours de la Sorbonne, ça a été un niet absolu. Donc ça, cette conception de l'Europe, les Européens ont expliqué à la France que ça n'est pas cela. Mais en même temps, ce qui est évident, nous avons besoin de rebâtir donc vous ferez une autre profondeur la construction européenne. Une liste de droite modérée aux européennes, c'est ça? Vous appelez ça de vos voeux? Écoutez, moi, je pense qu'il y a besoin, à la fois, il faut qu'il y ait une liste qui à la fois dise l'Europe est nécessaire et c'est une conviction et c'est une construction politique qui est un acquis absolument gigantesque pour la France et dont la France doit être un des acteurs majeurs, mais en même temps, sans naïveté, dire l'Europe qu'on nous bâtit tous les matins, ça ne va pas. On a du mal, Hervé Morin, à saisir vraiment où vous en êtes par rapport au président de la République. Et j'aimerais bien juste une question concrète, par exemple, sur la dégressivité des allocations chômage pour les cadres. Le gouvernement dit c'est pas... Pas que pour les Alors cadres. pas que pour les cadres, c'est vrai. Le gouvernement dit c'est pas un tabou. Est-ce que vous, Hervé Morin, les centristes, vous dites banco, on vous soutient? Mais attendez, ça fait des mois que je dis ça. Ça fait des mois que je dis au gouvernement la réforme de l'assurance chômage,
doit intégrer la dégressivité des allocations. Pourquoi? Parce que nous, on le constate sur le terrain. Vous voulez que je vous raconte l'histoire d'un président de région? Nous avons eu, alors d'abord, généralement, globalement, on a un régime d'assurance chômage qui est le plus généreux d'Europe, ou presque. Il était normal qu'il soit très généreux quand on avait un chômage de masse avec une croissance très faible et des perspectives de création d'emplois réduites. Ça n'est plus le cas aujourd'hui. Tous les secteurs de l'économie, sans exception, sont à la recherche de main-d'œuvre. Pas simplement qualifiée, de main-d'œuvre aussi. Nous, et là, je vous parle de ce que je vis, moi. Nous manquons de 1800 chauffeurs poids lourds en Normandie. Nous avons fait des recherches par bassin d'emploi avec les chefs d'entreprise, on a fait des contacts. On crée donc des formations de chauffeurs poids lourds par 25 par bassin d'emploi. Ce que nous constatons, c'est que tous ces chauffeurs poids lourds qui ont pourtant un contrat de travail lorsqu'ils rentrent en formation, au bout de 3 mois ou de 4 mois, sont retournés à Pôle emploi. Posez-vous la question. Il reste 1 minute, Pascal Jalabert. Oui, donc alors vous, est-ce que vous redemandez à ce que les régions s'occupent de tout ce qui relève de l'emploi? Oui, mais pas de l'assurance chômage. Bien sûr. Nous sommes bien d'accord. Mais que nous puissions piloter Pôle emploi, qui deviendrait en quelque sorte maître d'œuvre des régions, pour faire venir à nous des chômeurs de longue durée dans des nouveaux programmes de formation, pour que nous puissions bâtir, avec les missions locales, des politiques que nous pourrions piloter pour faire sortir des jeunes qui sont souvent, qui ont été exclus du système scolaire à 16 ans, nous sommes demandeurs. Au moins certaines régions, je vous disais, je le suis pour la Normandie, comme Alain Rousset l'est pour la Nouvelle-Aquitaine. Parce qu'il y a une déperdition gigantesque par une multiplicité des acteurs. Hervé Morin, vous êtes passionné de chevaux. Pour terminer, vous possédez une écurie, vous êtes devenu un spécialiste de l'élevage, du croisement génétique, j'ai lu même. Est-ce que ça peut servir en politique? Je ne sais pas si ça peut servir en politique. Toujours est-il que j'ai 4 salariés, des cotisations MSA à payer, un bilan, des factures à payer chaque mois. Donc voilà, pas se tromper de cheval en politique non plus. Je vis ma passion tout en vivant aussi la vie d'un chef d'entreprise, de l'artisan ou de la PME avec ses 4 salariés qui doit boucler son bilan chaque année. Merci. Hervé Morin, président des présidents de région, président de la région Normandie, d'avoir été l'invité politique ce matin de Territoire d'Info. Merci Marcelo Westfred du Figaro pour Public Sénat. Merci Pascal Jalabert qui dirige les rédactions parisiennes du groupe EBRA, l'Est républicain Lorrain ce matin. On passe au débrief de l'actualité et de vos propos. Hervé Morin, merci d'avoir été notre invité. Voilà, j'ai dit au revoir à Hervé Morin, notre invité politique ce matin, et je réaccueille sur ce plateau Zoé Cadio, du groupe des journaux de La Dépêche, l'Indépendant et le Midi Libre, ainsi que Jean-Louis Picot du Parisien Écho. Rebonjour. Qui dirige d'ailleurs le supplément Écho du Parisien. Voilà, merci d'être là ce matin. Tout de suite, on débriefe rapidement les propos d'Hervé Morin. Vous avez vu qu'il est, Jean-Louis Picot, contre le prélèvement à la source et qu'il l'a toujours été, a-t-il dit, ce matin. Oui, alors il a parlé par ailleurs de désorganisation, c'est ce qu'on avait commencé à dire juste avant, c'est-à-dire que... D'amateurisme incroyable. Parfum d'amateurisme. Ça contribue à ce sentiment de bazar qui a commencé un petit peu avec cet été, qui se poursuit à la rentrée, avec quand même des choses qui ne sont pas des moindres, le ministère de l'Environnement, cette affaire d'impôt à la source. Alors Monsieur Morin a dit qu'effectivement il était contre en disant qu'il avait toujours été d'ailleurs. Qu'il avait toujours été, en évoquant le fait que le système fonctionne plutôt bien en France. Effectivement, ça a été évoqué aussi. Le recouvrement est très très bon. De l'ordre de 98%, je crois. Oui, c'est donc et donc lui il dit qu'il faut défendre ça, aller peut-être sur une solution alternative qui est évoquée ces derniers jours, qui est il y a beaucoup de gens qui sont mensualisés, c'est-à-dire que tout au long de l'année, vous savez chaque mois qu'est-ce que vous payez. Après, il y a toujours la question du décalage, et c'est l'un des problèmes principaux qui était évoqué pour défendre l'impôt à la source, qui est que vous payez toujours des impôts qui correspondent à l'année précédente, ce qui pose problème quand vous avez un changement de situation, perte d'emploi ou ce genre de choses. Avec une attaque sur ce plateau ce matin, Zoé Cadio, direct contre Gérald Darmanin, le ministre des Comptes Publics, vous avez vu. Ah oui, complètement. Puis même, mais je pense que c'est aussi le réponse du berger à la bergère d'une certaine manière, parce qu'il y a quelques jours, il y a eu un entretien de M. Darmanin dans la presse de l'Ouest, où il critiquait un petit peu l'attitude
du qui président n'était pas venu le de voir. France. Hervé Morin qui n'était pas venu le voir. Voilà. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que lors de cet entretien-là ce matin, il nous a aussi confié un petit peu sa vision de la gestion des ports. Et en disant qu'il fallait aussi remettre un petit peu aux collectivités, un petit peu, leur redonner un peu de pouvoir sur ce dossier-là. Et on s'aperçoit aussi qu'on voit que Hervé Morin cherche un petit peu aussi à asseoir le pouvoir des régions et donc des collectivités territoriales. Et peut-être qu'il n'a pas parlé avec Darmanin, il a peut-être parlé avec Édouard Philippe, qui est le maire du c'est Havre. vraisemblable directement, qui Ah, connaît c'est assez vrai. bien Qui est les son affaires, voisin, son ex-voisin du qui est Havre. son voisin au Havre, donc peut-être que ces gens-là se sont parlé directement, c'est probable. Le lien distendu avant l'été, qui reste visiblement distendu après l'été entre le gouvernement et les territoires, un front, département, région, collectivités locales contre le gouvernement. Vous avez senti ce matin que les cicatrices n'étaient pas faites. Elles n'étaient pas du tout faites, mais depuis le début de l'arrivée d'Emmanuel Macron, il y a eu, c'est vrai, de l'écart entre, et ça a été rappelé par Hervé Morin, ce qui était dit lors de certains discours et la réalité. Il a applaudi au discours d'Emmanuel Macron. Oui, vous mais l'avez après, entendu. il y a comme ça ce sentiment de concentration de pouvoir, y compris, je dirais, dans le cercle resserré autour d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire que déjà, au sein de son gouvernement, de ses équipes, on dit que tout est très centralisé. Donc imaginez quand Il a vous même êtes dit, Hervé Morin, en ce matin, il région- s'est refermé sur La République En Marche Ouais. et une centralisation du pouvoir, les deux. Et il a fait un parallèle justement avec Chirac, qui avait été élu à peu près dans les mêmes conditions. Et qui s'était replié sur sa qui s'était majorité. replié sur lui-même. Mais ce qui est très marrant aussi, c'est qu'on voit aussi qu'avec Hervé Morin, il y a une déception d'une certaine manière de Macron par rapport au discours, en disant qu'il avait l'impression qu'il y avait peut-être un président de la République qui était girondin, qui voulait faire confiance au territoire. Et comme le soulignait Jean-Louis, en fin de compte, on s'aperçoit qu'en fin de compte, comme il le dit, il se referme sur lui-même et sur la République En Marche pour faire passer ses réformes. Et c'est aussi la critique qu'on lui fait peut-être ces derniers temps, c'est ce manque de concertation avec les uns et avec les autres. Déception ou appel du pied, ou les deux, Jean-Louis Picot? J'ai senti plutôt une déception. Oui, appel moi, du j'ai pied, senti une déception. je pense pas. Les centristes, en l'occurrence, puisque c'est de ça qu'on parle, étaient peut-être, pensaient jouer un rôle beaucoup plus grand à l'origine. Si vous reprenez l'histoire du gouvernement, enfin de l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir, le centre a quand même joué un rôle, comme toujours, important. Et aujourd'hui, un an plus tard, un peu plus, c'est plus la même histoire, justement. La liste Cette européenne, phase- vous avez entendu? Oui, justement, c'est là-dessus que je voulais rebondir, c'est que ces déclarations ne sont pas anodines aussi dans le contexte actuel où on voit un petit peu qu'Emmanuel Macron se présente un peu comme le défenseur de l'Europe, et il faut savoir que Hervé Morin aussi est un défenseur de l'Europe. Donc on voit aussi qu'ils ont une autre vision de l'Europe. Et d'ailleurs, il l'a dit lui-même, il a besoin de rétablir, il a dit qu'il y avait besoin de rétablir une droite européenne qui n'existait peut-être plus ou qui était plus faible. Donc on voit qu'il se positionne d'une certaine manière sur les élections européennes qui vont venir en mai prochain. Après, peut-être sur le sujet de cette centralisation, il faut revenir à ce que souhaitait Emmanuel Macron sur des gens de la société civile. Et là, je me fais un peu l'avocat du diable par rapport à tout ce qui a été dit. Mais vous ne pouvez pas dire on va changer les choses, on va ouvrir, on va faire rentrer des gens de la société civile qui sont donc des gens, pour la plupart, qui sont novices Oui. en termes de métier de gouverner. Mais compétents un pays. dans leur domaine. J'espère bien, mais qui doivent quand même apprendre les arcanes, le fonctionnement, etc. Donc, ça appelle un certain centralisme, justement, derrière. Il faut contrôler quand même ce qui se passe. Et justement, c'est la critique aussi de Hervé Morin qui dit aussi qu'il y a peut-être une trop grande condensation technocratique d'une certaine manière, dans la mesure où ces ministres de la société civile n'ont pas cette C'est une expérience très bonne politique. transition pour qu'on parle du remaniement. Je voudrais votre avis à tous les deux. Voilà, il faut faire entrer un ministre très politique pour s'occuper de ces sujets de la transition écologique, ou très technicien, parce qu'il faut connaître bien ces sujets pour les faire passer. Et comment trouver l'aigle à deux têtes, Jean-Louis Picot? Le bon client. Ça ne sera pas Daniel Cohn-Bendit. C'est ce que j'allais dire. Il y en avait un, mais ce ne sera pas lui, Daniel Cohn-Bendit, finalement. C'est difficile, le ministère de l'Environnement. C'est un ministère qui a toujours été un peu un siège éjectable. C'est-à-dire Un que peu éruptif, on va ça n'a dire. jamais été quelque chose. Alors que, paradoxalement, ce sont quand même des problèmes, je dirais,
j'allais dire de long terme. Non, il y a des choses, il y a des urgences, on le sait tous, hein, mais je veux dire, c'est quand même des choses qui doivent intégrer la projection dans la réflexion que l'on mène. Et puis, c'est un ministère, on a l'impression, c'est un an, un peu plus d'un an, voire un an et demi au maximum. Les gens... La durée de vie d'un on parle ministre beaucoup dans ces conditions n'est pas longue. Ouais. On parle beaucoup de la malédiction de Matignon, mais on pourrait peut-être parler aussi de la malédiction de ce ministère, parce qu'on s'aperçoit que finalement, les locataires restent peu longtemps boulevard Saint-Germain. Mais il faut savoir aussi que c'est un ministère qui est endémique et qui concerne tous les volets de la société, que ce soit au niveau environnemental, mais aussi économique. Et ça, on l'oublie. On le voit d'ailleurs avec les questions énergétiques. Alors, pour donner un nom, allez. Je ne sais pas si c'est très réaliste, mais Ségolène Royal, parce que, j'allais dire, ça aurait de la gueule, ça serait intéressant. En tout cas, pour nous journalistes, ça serait un casting, voir Ségolène Royal dans le gouvernement d'Emmanuel Macron. Il s'y est risqué, Jean-Louis Picot. Voilà. Je ne pense pas que ça arrivera. Il s'y est risqué, à vous. Il reste 20 secondes. Je n'ai pas d'audace à ce niveau-là et je vais rester plutôt prudente, surtout que vraiment les jeux sont très ouverts et que même on ne peut pas dire si c'est un homme ou une femme, parce que quand on voit la constitution du gouvernement, il y a vraiment un équilibre. Donc on ne peut même pas se dire il va prendre une femme ou il va prendre un homme. Merci. Zoé Cadio du groupe La Dépêche, représentant le Midi Libre et l'Indépendance sur ce plateau. Merci Jean-Louis Picot du Parisien Éco. Vous dirigez le supplément Éco du Parisien en fait. Merci d'avoir été là pour cette rentrée dans ce nouvel habillage très beau d'ailleurs. Vous avez égradé avec nous ce matin. Voilà, on va passer tout de suite maintenant au Zap Monde. Vous le savez, notre partenaire TV5 Monde nous prépare chaque jour un résumé de l'actu du monde, ce qui s'est passé ces dernières heures. On le regarde ensemble, on se retrouve après. Il n'y aura donc pas de second tour. Emerson Mnangagwa, l'ancien bras droit de Robert Mugabe, élu avec 50,8% des suffrages. Le leader de l'opposition, Nelson Chamisa, doit se contenter de 44,3% des voix. Et avant même l'annonce officielle de sa défaite, l'un de ses représentants faisait irruption dans la salle, dénonçant des résultats truqués, non vérifiés par l'opposition. L'Aquarius, c'est près de 30 000 vies sauvées des flots depuis 2 ans. Malgré cela, sa mission est critiquée dans plusieurs pays d'Europe. En juin dernier, Malte refuse que le bateau débarque des migrants sur son île. Même réaction en Italie, où le ministre de l'Intérieur Matteo Salvini lui ferme les ports de son pays. Après une escale d'1 mois dans le port de Marseille, le bateau repartait hier en mission. La donne a complètement changé depuis le mois de juin dernier, depuis la dernière mission de l'Aquarius. D'abord parce que désormais, c'est le centre de coordination à Tripoli. Ce sont les Libyens donc, qui vont coordonner les opérations de sauvetage. L'Aquarius s'engage à suivre leurs directives, mais à une condition, que ces directives, elles, respectent le droit international maritime, à savoir en aucun cas, les personnes qui seraient ramenées à bord de l'Aquarius, qui seraient sauvées en mer, ne seront ensuite ramenées à la Libye. La planète est en surchauffe. Mais Donald Trump, lui, n'y croit pas. L'environnement, très peu pour lui. Le réchauffement climatique est un canular. Sa dernière décision, suspendre les normes environnementales imposées à l'industrie automobile durant le mandat de Barack Obama. Des normes destinées à réduire progressivement l'émission de gaz à effet de serre, mais jugées bien trop contraignantes par l'administration Trump. Elles auraient fait augmenter le prix moyen des voitures et les rendraient moins robustes, plus sujette aux accidents. Sombra, chienne renifleuse, s'est bien adaptée à son nouvel environnement. À l'aéroport de Bogota, elle navigue entre les bagages des voyageurs à la recherche de stupéfiants. Sombra est pourtant une chienne menacée et elle a été transférée ici car l'endroit est plus facile à sécuriser. Ces nombreuses découvertes ont irrité le cartel du Golfe, une puissante mafia qui propose désormais une récompense de 60 000 € pour son élimination. Voilà, chaque jour, le Zap Monde, ce que vous devez retenir de l'actualité du monde. Voilà, on se retrouve évidemment demain matin pour de nouvelles émissions, à 12h30 pour notre multidiffusion. C'était donc le JT des Territoires et Territoires d'Info. Chef d'édition Alexandra Tirli, coordination Noémie Metton pour cette nouvelle saison avec la rédaction chef de Michael Zamès. Merci et on se retrouve demain. Au revoir.
Depuis plusieurs années, la Birmanie a laissé peu à peu la démocratie s'installer dans le pays avec les victoires successives du parti d'Aung San Suu Kyi. Ce changement politique a vu l'apparition d'Internet et des réseaux sociaux, une révolution pour toute une génération de jeunes Birmans. Les dessous de la mondialisation, demain à 18h sur Public Sénat.